bonjour à tous. On se retrouve dans le jardin de Fred qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet un peu particulier qui, moi en tout cas, m'était tout à fait inconnu. Et pourtant, Dieu sait si je cultive mon jardin depuis 30 ans certainement, mais je ne connaissais vraiment pas du tout la manœuvre et je ne pensais pas que, en tout cas en tant que petit particulier, c'était possible. Et il s'agit donc de l'hybridation des rosiers. Oui. L'hybridation des rosiers, en fait, a été effectuée de tout temps. Oui. Les jardiniers, amateurs ou non, ont toujours prélevé du pollen d'une plante, d'un rosier, pour le déposer sur un autre rosier. Il en résulte des fruits et c'était une façon pour eux surtout de multiplier très rapidement le rosier plutôt que par bouture. Puisque le rosier était très convoité, il revenait souvent avec les croisades et d'autres sources en allant vers l'Orient, en allant vers les différents, enfin vraiment des pays très lointains en tout cas, mais il faut savoir que le rosier grandit dans l'hémisphère nord uniquement, l'état naturel. On ne trouvera pas dans l'hémisphère sud de rosier au départ. Mais voilà, ça a été très convoité et beaucoup sont venus de Chine, du Japon, enfin des pays asiatiques. Ces rosiers étaient hybridés et semés. Et grâce à ces semis, comme c'était des rosiers qui étaient régulièrement naturels, on va dire, du cas des cultivars sauvages, les semis qui en ressortaient pouvaient permettre en 2-3 ans d'avoir des rosiers vite multipliés. Oui. Et puis de ces hybridations, on s'est aperçu qu'il y a parfois de temps en temps un rosier qui sortait du lot. Et donc ces rosiers qui sortaient du lot ont commencé à être mis de côté et être cultivés, mais d'une manière végétative, de manière à pouvoir reproduire leur caractère par clone. Maintenant, c'est ça l'hybridation en fait, c'est de prendre le pollen d'un rosier, d'aller le déposer sur les anthères d'un autre rosier, d'attendre que la fécondation s'effectue correctement, de récolter le fruit à maturité et de le semer. Donc moi c'est ce que je propose que l'on fasse aujourd'hui pour montrer comment ça marche. C'est ça. Mais ça a l'air très simple quand tu expliques. Mais ça l'est. Ça l'est. Il suffit de savoir comment faire, comme tu dis. Hein. Maintenant, il faut un petit pourcentage de chance, évidemment. Parce que, voilà. Bien, écoute, on va te suivre. Je crois d'abord au jardin pour un petit peu que tu nous expliques la différence entre ce que tu vas prélever sur les fleurs mâles par rapport aux fleurs femelles. Et donc, on va te suivre auprès de tes rosiers donneurs et receveurs. On y va. Et donc voilà, nous voici ici près du rosier qui va servir à l'hybridation. Oui, tout à fait. Donneur, receveur, mâle, femelle. Celui-ci, ce sera le rosier qui sera receveur. Donc on va dire femelle. Je vais dire femelle parce que au départ, tous les rosiers sont aussi bien mâles et femelles. Ils sont aussi bien mâles et femelles. Ils ont tous les deux une partie femelle qui va permettre de pouvoir créer des graines, mais ils ont aussi la partie mâle qui va pouvoir libérer le pollen. C'est ça. Donc, et c'est sur chaque, je te coupe, mais c'est sur chaque plante comme ça, où tu as les parties mâles et femelles, chaque plante est porteuse des deux. Oui, voilà, tout à fait. Je crois que c'est important de préciser parce que c'est pas forcément ce qu'on imagine à la base, hein, forcément. Oui, parce que quand on parle de rosier mâle ou rosier femelle, évidemment, on pourrait se mélanger. Il y a certaines plantes qui sont que mâles ou que femelles. Ceux-ci ont les deux à la fois. C'est ça. Donc ici, moi ce que je vais essayer de faire, c'est d'hybrider ce rosier-ci avec le rosier qu'on peut dire mâle, donc prélever le pollen de ces roses-ci pour aller déposer sur cette rose et de manière à pouvoir faire un mariage qui va peut-être nous donner quelque chose qui sera intéressant. En fait, dans un cas comme ça, est-ce que, par exemple, on cherche d'avoir, quand on hybride de sortes de rosiers, est-ce qu'on cherche à avoir, par exemple, la couleur et l'odeur de l'un avec la forme de l'autre? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. En fait, il faut savoir, et ça s'explique un peu difficilement parce que généralement quand on féconde un être en général, il y a un mélange des chromosomes qui dans la descendance se retrouvent et c'est parfois aléatoire. C'est ça. Dans les rosiers,
On a quand même une différence. Généralement, le rosier est considéré comme mâle, donc celui qui va donner son pollen, va redistribuer dans son patrimoine, en tout cas dans la descendance, bien souvent, la couleur, la forme de la rose, ainsi que le parfum. Ah oui. Tandis que le rosier, qui est considéré comme femelle, lui va donner plutôt sa vigueur, sa résistance aux maladies, son port. Donc si c'est un rosier grimpant, on retrouvera souvent des descendants qui sont grimpants. C'est très intéressant. C'est parfait. Ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant d'aller vraiment sur la partie laboratoire de la chose? Oui, il y a quand même une chose à savoir, c'est que bien sûr, quand on sèmera nos rosiers, on aura une descendance. Oui. On va aller jusqu'à environ, ça dépend un peu des rosiers, on peut avoir une seule graine qui va se développer, on peut en avoir jusqu'à 50 qui vont se développer sur un même cynorhodon. Le cynorhodon, donc le fruit du rosier. Pour avoir quelque chose, une fécondation ou un rosier qui est plaisant, quelque chose de nouveau, on a seulement 2 à 3% de chances d'avoir quelque chose de différent. Et puis une sélection doit encore se faire au fur et à mesure des années, voir comment va se débrouiller le rosier, comment il va se développer. C'est peut-être un sujet qui va attraper toutes les maladies qui passent, la tache noire, l'oïdium, la rouille, etc. Donc on n'est pas nécessairement encore au résultat final une fois qu'on a nos 2 ou 3%. Ça peut aller très vite, 2 cynorhodons de 50 graines, on en a 100, on en a peut-être 2 ou 3 qui vont sortir du lot. Mais une fois qu'on aura testé, il va se passer entre les tests et peut-être les concours qui vont aller pour définir parmi d'autres rosiers, ceux qui seront les rosiers de demain. Là, on parlera peut-être plutôt de 2 à 3 pour 1000 après toute cette sélection. C'est une sélection qui se peut faire en 8 ou 10 ans. Ah oui, il faut un peu de chance quand même. Il faut beaucoup de chance. Mais voilà, on est la là passion, pour ça. Quand on est passionné, on ne compte pas. Voilà. Et puis de toute façon, ces rosiers, même s'ils ne sont pas parfaits, même ils ont quand même une valeur sentimentale. Et on peut quand même les dédier à des gens qu'on aime, à des gens même aussi en mémoire. On peut leur donner un nom poétique aussi, et ça, ils ont quand même leur charme au jardin. C'est ça, c'est une création de toute façon, et c'est notre propre création dans un cas comme ça. On peut dire donc, que personne... Une fierté aussi. Oui, tout à fait, personne n'aura fait la même chose, donc on peut très bien, effectivement, donner un nom à un rosier qu'on a hybridé dans son jardin. Tout à fait. Mais voilà. Et moi, c'est ce que je conseille d'ailleurs, c'est de donner un nom au rosier, parce que si quelqu'un d'autre, ça lui plaît, qu'on commence à en donner des boutures à gauche et à droite, il faut que tout le monde l'appelle de la même façon, de manière à ce qu'on sache de qui on parle. Parce qu'il y a des rosiers par le passé qui ont eu ce petit souci-là. C'est qu'on a donné un nom à rosier, il passe chez quelqu'un d'autre, il reçoit d'autres noms, et puis encore un autre nom. Et finalement, chaque jardinier donnait un nom à ce rosier, et en fait, compte, on a 10 noms pour le même rosier. Et là, on s'y perd alors. Donc il vaut mieux avoir le même nom à chaque fois qui va se retrouver. C'est du sérieux finalement. C'est du sérieux, mais avec beaucoup de bonheur quand même. Oui, ça, je n'en doute pas. Bien, on passe à l'étape suivante alors. On va à ce moment-là maintenant prélever la partie mâle. On va d'abord commencer par castrer notre rose. Oui, il y a d'abord cette étape-là. Eh bien, on va procéder par ordre alors. On te suit. On y va. Pour ceux qui voudraient avoir des explications complémentaires qui sont peut-être un peu perdues, voici une fleur de rosier relativement simple où on va pouvoir observer quelle est la partie mâle et quelle est la partie femelle. Vous voyez la couronne jaune tout autour, c'est la partie qui contient les étamines, c'est la partie mâle. C'est là que va être libéré le pollen. Pollen qui va venir féconder les stigmates, la partie au centre qui est verte. Ces stigmates vont développer un mucus de manière à pouvoir accueillir le pollen compatible. Ce pollen va pouvoir germer, les tubes polliniques vont pouvoir pénétrer dedans et venir féconder les ovules qui se trouvent là plus bas. Donc ce fruit qui va se développer, qu'on appelle chez le rosier le cynorhodon, vous allez pouvoir le voir en automne, bien souvent rouge ou orangé. C'est là que seront nos graines qui vont nous permettre de pouvoir avoir de nouveaux rosiers. Voici donc la fleur femelle qui va nous permettre de pouvoir récolter des graines d'ici à peu près 4 mois. Donc la première étape sur cette fleur qui n'est pas trop ouverte, c'est de la castrer. La castrer, c'est-à-dire retirer ses pétales, et ça on va le faire pratiquement en une fois. On arrache les pétales
hors de la fleur. La voilà directement moins attractive pour les insectes, mais ce n'est pas tout. Ces fleurs contiennent des grains de pollen autour d'elles qu'il va falloir couper. Donc on va tourner et couper toutes les étamines qui se trouvent autour du stigmate de la rose. Le stigmate, donc je vous rappelle, c'est la partie femelle. Donc une fois qu'on a dégagé tous les grains de pollen qui étaient encore ici immatures, parce que vous l'avez vu dans la rose tout à l'heure, ils sont bien développés. Ici, le bourgeon n'étant pas mûr complètement, ils sont vraiment à l'état encore atrophié. Voici la fleur qui est castrée, donc il n'y a plus que la partie femelle qui attend de mûrir. Donc là, elle n'est pas encore prête à recevoir le pollen, la fleur n'étant pas encore suffisamment ouverte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit capuchon en papier dessus, de manière à lui permettre de mûrir encore un jour ou deux, pouvoir développer son mucus et comme ça pouvoir accueillir le pollen d'ici à peu près 2 jours. Ben donc voilà Fred, nous sommes toujours dans ton jardin, mais attablés là maintenant. On va aborder la partie un peu plus laboratoire de la chose. Oui. Explique-moi. En tout cas, la deuxième partie de l'opération, ici j'ai récolté donc, quelques fleurs immatures du rosier qui va nous donner le pollen. La procédure est relativement la même que pour faire la castration de la fleur femelle. D'accord. Donc le principe reste le même. Je retire les pétales. Donc oui, en fait, il faut déshabiller les fleurs, quelle que soit l'opération qu'on veut faire, il faut qu'on déshabille la fleur pour arriver aux organes génitaux. Exactement. Maintenant, tous ces pétales, on peut dire, oh tiens, c'est dommage. Bah, oui, c'est dommage, oui et non. Ils pourraient être gardés pour faire un pot pourri, ils pourraient être gardés aussi, pourquoi pas faire une infusion. On peut l'utiliser en cuisine ou simplement pour décorer une table. Oui, c'est vrai, c'est pas perdu. Maintenant, moi, vraiment, ce qui m'intéresse dans cette partie, comme vous voyez, ce sont toutes les étamines qui sont ici. Donc, c'est vraiment le même procédé. Je vais couper tout autour. Ça. Mais ici, les étamines, on les récupère. Les étamines, je les récupère, bien sûr, parce que c'est elles qui vont me donner le pollen. Donc là, elles sont immatures aussi, puisque la fleur a été castrée avant sa pleine maturité. Donc, je ne pourrais pas utiliser du pollen comme ça directement si je le voulais. Il faut le temps que ça mûrisse. Alors, suivant le degré de maturité de la fleur, on peut être sur 12 heures, comme on peut être sur quelques jours, afin d'avoir ce pollen qui se répand et qui se libère hors des étamines. Mais c'est pourquoi je vais devoir en récolter suffisamment, parce que ici je ne vous ai montré qu'une fleur, mais je peux en faire plusieurs d'affilée évidemment. Plus on a des cynorhodons, plus on aura de chances d'avoir un rosier hybridé tel qu'on le voudrait, qu'on l'aurait souhaité. Oui, tout à fait. Le cynorhodon qui est donc le fruit qu'on voit ici à la base de la plante. Oui, d'ailleurs, voilà, quand le stigmate aurait été fécondé, à l'arrière, ceci va gonfler et va nous donner un fruit relativement gros, relativement allongé ou rond, suivant les variétés. Il y en a qui ont des formes de poire et autres, il y en a qui sont poilus, épineux ou glabres. Ça va de la teinte orangée à la teinte rouge, voire noire pour certains individus, suivant les variétés et les races de rosier. Bon, celui-ci ne donnera jamais rien, bien sûr, puisqu'il a été retiré de la partie du rosier, mais nous aurons la possibilité, en tout cas, avec ces grains-ci, de pouvoir récolter le pollen et de pouvoir aller le déposer sur les stigmates de l'autre fleur qu'on a choisie. C'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce pollen va être mis à l'abri. Je vais mettre un capuchon dessus. J'ai noté le nom du rosier sur une petite étiquette pour ne pas me perdre, parce qu'en pleine saison, je peux avoir plusieurs variétés de rosiers mâles que je vais collecter. Et donc, je repose un capuchon par-dessus de manière à ce qu'il soit à l'abri de la contamination par le pollen d'autres variétés de rosiers, mais qui soit protégé, mais qui puisse mûrir. Donc je vais le rentrer à l'intérieur, à la maison, à une température tout à fait normale,
on va dire chaude, une Ambiante. vingtaine de degrés, température ambiante, et là le laisser mûrir. Et une fois qu'il aura mûri, on aura vraiment une poudre jaune qui va se détacher des étamines. Finalement, c'est la poudre qu'on trouve sur le dos des insectes et qui les véhicule, qui les transporte. C'est exactement le même principe. Oui, la rose est une plante qui est entomophile, donc c'est-à-dire qui a besoin d'insectes. Entomos veut dire insecte, a besoin d'insectes pour pouvoir être fécondé. Donc les insectes passent dessus, sont chargés de poudre dans leur pelage, puisqu'ils ont des poils. C'est ça. Alors l'abeille, si c'est une abeille, généralement va se brosser pendant son vol pour récupérer le pollen qui est dans ses poils, mais on va toujours regarder un peu dans sa fourrure et en passant sur une autre fleur, va en déposer sur le stigmate de la fleur suivante, tout en prélevant une autre charge de pollen et passer ainsi de suite de fleur en fleur et faire la fécondation. Donc ici, on va la faire nous-mêmes avec notre pinceau, mais c'est le même principe. C'est ça, donc on joue le rôle des insectes. On joue le rôle de l'insecte, sauf qu'au lieu d'avoir une pollinisation aléatoire, eh bien, on va vraiment aller plus précisément sur le pollen que l'on veut déposer sur la fleur. On spécialise notre pollinisation. Ben, c'est bien, c'est très bien. Ben, on va suivre l'étape suivante. Alors Fred, explique-nous ce que nous avons devant nous là maintenant. Eh bien donc ce sont les étamines qui ont été coupées tout à l'heure. Donc là maintenant, comme vous voyez, c'est encore frais, il n'y a rien de particulier qui sort dehors. Donc le pollen est toujours à l'intérieur, n'est toujours pas mûr. Donc après 2 jours à peu près de mûrissement à l'intérieur, vous verrez vraiment la différence de ce qu'on va pouvoir prélever pour aller déposer sur la fleur qui va recevoir ce fameux pollen. D'accord. Ben voilà, Fred, les étamines maintenant sont prélevées. Il n'y a plus qu'à attendre que le pollen mûrisse tout simplement dans ta cuisine. Oui, voilà, tout à fait. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il au jardin alors? Mais au jardin, la fleur femelle, la rose qui a été castrée, va avoir son stigmate qui va continuer à se développer. Il va développer ce mucus qui va permettre au pollen d'être déposé dessus, de faire mûrir ce pollen et de féconder les ovules. Donc, le pollen vient se coller au mucus et ça permet de le garder vraiment au milieu de la fleur. Oui, et de le faire germer, de faire germer le pollen. Donc on se retrouve dans 2 jours? À peu près, oui, 2 jours. Dans 2 jours. Ben voilà, nous sommes 2 jours plus tard et je crois qu'on va pratiquer maintenant la fécondation avec le pollen qui, je pense, a mûri. Oui, le pollen a mûri. Le stigmate maintenant est aussi prêt à recevoir ce fameux pollen, donc le stigmate, l'organe femelle. Donc nous allons faire notre hybridation de rosier. D'accord. Donc on y est, hein, on va décapuchonner notre fleur femelle. Donc, mère qui va recevoir finalement le pollen et qui va maturer la nouvelle. Donc ce pollen, maintenant voilà, le stigmate a mûri. Hein. Comme on peut le voir, il s'est développé. Il a une couleur qui est déjà même plus attrayante, bien rouge. Et on voit qu'il y a dessus, ça luit un petit peu, on a un mucus qui s'est développé aussi. C'est ça, absolument. Donc c'est vraiment ce qui va pouvoir permettre d'accrocher le pollen. Le pollen va se fixer, va se coller dessus. C'est vraiment une espèce de glu, mais en même temps qui va créer un milieu accueillant pour le pollen pour lequel il est prévu. Parce que si vous mettez du pollen de pissenlit dessus, le pollen ne va pas pouvoir germer. Tandis qu'un pollen de rosier, ou apparenté, que ce soit sauvage ou hybride, va se trouver dans un milieu qui est agréable pour lui, va pouvoir germer et envoyer ses tubes polliniques vers l'ovaire. Donc là maintenant, ce qui va se passer, c'est que, comme je l'ai décapuchonné de manière à ce qu'il n'y ait pas de pollinisation croisée, je vais pouvoir aller prélever mon pollen. Et le pollen, je vais le prélever avec un petit pinceau. Un pinceau tel que ceci, hein, c'est un pinceau à poil de martre, tel qu'on trouve dans les magasins d'art, de bricolage ou autre, qui sert à faire de l'aquarelle ou autre. Et ces petits poils finalement, qu'est-ce que ça peut représenter? C'est un peu comme si on avait le pelage d'un bourdon, d'une abeille ou d'autre, qui va passer de fleur en fleur, donc il va pouvoir permettre d'accrocher le pollen. Et ce pollen, d'ailleurs, je l'ai ici, donc après 2 jours, il a réellement mûri. À l'intérieur, donc la dernière fois, il y a 2 jours, je vous avais montré ce que ça donnait. Ici, je vais l'approcher quand même de la caméra. Vous voyez, ici, le pollen s'est vraiment développé et il y a comme une poudre jaune qui est déposée dans le fond du récipient. Et bien, cette poudre jaune, c'est justement le pollen qui est libéré des étamines. Donc,
je vais pouvoir le prélever avec mon pinceau. Alors un petit truc, quand on veut prélever le pinceau avec le pinceau et qu'on veut que ça colle plus facilement, ben, c'est simplement de mouiller la pointe du pinceau avec le bout de la langue. Simplement la salive, bon, on ne doit pas détremper le pinceau, mais la salive va permettre d'adhérer plus facilement. Un petit peu comme un insecte ferait, finalement il se lèche en permanence, il est toujours un petit peu humide. Donc voilà, simplement humidifier légèrement. Et alors on va pouvoir prélever cette poudre et comme on le voit, ça ramasse la poudre dans le fond du récipient. Donc les parties, les parties plus épaisses, un peu recroquevillées là, dans le pot, ne sont pas concernées. C'est vraiment la poudre. Oui, ça c'est les restes d'étamines qui se sont ouvertes et qui ont lâché le pollen. Donc maintenant la poudre de pollen est sur mon pinceau, on le voit, il est jaunâtre, d'ailleurs il est recouvert de pollen. Si je l'approche de l'objectif, vous devez pouvoir le voir aussi. Donc je vais te donner ceci. Je vais à présent pouvoir déposer ce pollen sur les stigmates de notre fleur. Cette fleur est exactement comme si c'était une autre fleur bien épanouie avec ses pétales attirante pour un insecte. Ici, comme je le rappelle, a été castrée de manière à ne plus attirer les insectes, à ne pas faire de l'autofécondation par son propre pollen. Et alors, simplement, je dépose. Ah oui, on frotte. Comme ça. Délicatement, mais sûrement. Et le mucus étant là, il accroche ce fameux pollen. Alors, parfois, il y a des plus courts au centre, donc plus on va en toucher. En fait, chaque petit stigmate est censé pouvoir féconder une graine. Donc, nous allons pouvoir, plus on va en déposer à gauche et à droite, plus on a de chances d'avoir de nombreuses graines. Parce qu'un ovule peut se développer et on peut avoir un cynorhodon qui va ne développer qu'une seule graine, on peut en avoir 50 aussi, ça dépend un petit peu aussi parfois de la race de fleurs ou du rosier en lui-même. Donc voilà, ici la fécondation elle est faite et ce que je vais faire maintenant c'est réencapuchonner. Parce que pendant 5 jours environ, mon rosier peut continuer à recevoir du pollen d'ailleurs. Donc n'importe quel insecte ou le vent peut venir apporter du pollen et venir perturber la fécondation qu'on aurait essayé de faire qui est beaucoup plus ciblée. Donc simplement, je reprends mon capuchon de papier. Voilà. Donc l'étiquette, une fois qu'elle sera fixée, pourra me permettre vraiment de connaître la filiation du rosier. Petite dernière touche à faire. Le capuchon ici, à coup de vent, on peut l'enlever. Donc réduire à néant aussi ce qu'on a fait. Donc solution, c'est que je coince la tige, comme on peut voir par transparence, dans un coin. Et je viens avec une agrafeuse. Je n'agrafe pas la tige, mais j'agrafe à côté. Et voilà, ça va empêcher ce capuchon de bouger. Par grand vent. Voilà, donc attendre 5 jours à peu près. On peut se permettre de l'enlever et puis d'ici 4 mois, et là je vous donne rendez-vous d'ici 4 mois, on pourra récolter nos cynorhodons. Et les étapes suivantes, c'est pouvoir les récolter, recueillir les graines, stratifier, les semer et puis voir ce que ça donnera. Un an ou deux peut-être quand même. Et c'est déjà une belle approche, hein. C'est déjà un fameux boulot qu'on a fait là, hein. Enfin que tu as fait parce que moi j'ai beaucoup regardé, mais c'est vraiment passionnant, ça donne vraiment envie de passer du temps dans son jardin, je trouve. C'est à la portée de tout le monde en plus, donc avant c'est comme ça qu'on a créé beaucoup de variétés, c'est parce que tous les jardiniers semaient leurs rosiers pour les multiplier, ça pouvait être des boutures aussi, on pourra faire une bouture prochainement aussi. Mais ces semis permettaient d'avoir toutes sortes de choses et quand un rosier en ressortait et était beau, alors là il était multiplié de manière végétative, de manière à pouvoir être distribué, offert, donné, vendu. Ah oui, voilà. Passionnant vraiment. Écoute, on se donne rendez-vous pour la prochaine parce que je crois qu'on a plein d'idées de toute façon de vidéos et on a beaucoup de sujets encore dont on peut débattre. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Au revoir.